Hello la famille! Comment allez-vous? Comme ça fait du bien de vous retrouver plein d'énergie pour un autre Larry Show. Let's go la gang, j'espère que vous allez tous super bien. Laissez-moi approcher mon micro un petit peu, vous offrir la meilleure expérience possible. Que vous soyez sur YouTube, sur Spotify, peu importe la gang, re-bienvenue sur votre Larry Show. Aujourd'hui la gang, on a un beau Larry Show, Je veux qu'on fasse un retour sur Friday Night SmackDown. Un SmackDown qui passera pas à l'histoire, mais un SmackDown qui a été fort intéressant parce qu'on continue à builder la carte de Night of Champions qui s'en vient très bientôt. Fin de semaine prochaine, manquez pas ça, on va être en live pour Night of Champions, c'est sûr et certain. Venez écouter Night of Champions la semaine prochaine, fin de semaine prochaine avec moi. Je serai en live. Et mon prochain Larry Show, la gang, mettez ça à votre agenda. Le prochain Larry Show, là, je me claque mes prédictions officielles pour Night of Champions. Mais là, aujourd'hui, on fait un beau retour sur Friday Night SmackDown parce qu'on a eu toutes les demi-finales qui ont eu lieu. On a eu Jey Uso contre Javon Evans, on a eu Liv Morgan contre Charlotte Flair. On a nos gagnants, on a nos finales. Donc on parle de ça aujourd'hui dans le Larry Show. Un SmackDown à oublier. Un SmackDown qui ne passera pas à l'histoire, mais au moins on a des grosses nouvelles. On avait également Cody Rhodes qui défendait son titre contre Gunther avec Sami Zayn comme arbitre spécial, oui. C'était une grosse carte sur papier ce Friday Night SmackDown-là. On fait un quick recap aujourd'hui là-dessus, la gang. On se fait un quick recap. J'ai aussi une ou deux nouvelles rapides pour vous aujourd'hui et je veux qu'on fasse un petit exercice, la gang. La WWE aujourd'hui a ranké un top 10 des superstars les plus dangereuses actuellement à la WWE. J'ai envie qu'on regarde ce top 10-là et qu'on en jase ensemble. Est-ce que tout le monde mérite d'être dans ce top 10-là des plus dangereux à la WWE ou est-ce que la WWE ne serait pas en train de faire ce qu'elle fait de mieux? C'est-à-dire peut-être bullshiter un peu les fans et mettre des noms dans ce top 10-là qui ont pas d'allure. On y reviendra. La gang, allez vous chercher un petit café, un verre d'eau, une liqueur, whatever. Merci infiniment d'être là sur le Larry Show. On part ça, la gang, on part ça. On est à moins d'une semaine de Night of Champions. Et là, il faut parler de SmackDown, la gang. Il faut parler de SmackDown, les demi-finales du King of the Ring. Un show de 3 heures tellement pénible. Mais il y avait des belles pépites cette semaine. Il y avait des belles pépites et je vais vous parler des pépites qu'on a eu à Friday Night SmackDown cette semaine. Tout d'abord, gros opener pour ouvrir Friday Night SmackDown. Match de championnat, bang! Cody contre Gunther avec Sami Zayn comme arbitre spécial. Premier match en partant, j'ai bien aimé. Tu m'ouvres Friday Night SmackDown avec un Gunther contre Cody Rhodes qui, selon moi, devait finir le show. Là, tu me donnes ça en opener. Parfait, excellent. Et l'histoire du match a été The Last Real Good Guy, Sami Zayn, qui en passant là, nouvelle merch, nouvelle identité, nouveau surnom pour Sami Zayn. Pour vrai, j'aime bien le surnom de Last Real Good Guy. Ça sonne tellement heel, s'auto-proclamer un good guy. Et j'ai l'impression que l'histoire va donner raison à Sami. L'histoire va donner raison à ce nom-là. Le dernier bon gars. The last real good guy. Le dernier vrai bon gars. Tiens, je l'ai eu. Ça m'intrigue beaucoup ce qu'on fait avec Sami Zayn. J'ai un peu plus d'espoir que j'en avais du côté de Sami Zayn. Et pour vrai, juste ce nouveau surnom-là pour lui, j'ai l'impression qu'on a un plan. J'ai l'impression qu'on a enfin une direction pour Sami Zayn. On le voit souvent parler avec Johnny Gargano également dans des segments à SmackDown également. Sami est utilisé.
Sami est utilisé, et écrivez-moi la gang, est-ce qu'on est enfin dans le bateau? Est-ce qu'on est en train enfin de reprendre du poil de la bête du côté de Sami Zayn? Je l'espère. Je l'espère. Et là, allons-y avec le combat. Sami était l'arbitre spécial. C'est Sami, avant le combat, qui a soulevé le titre de Cody Rhodes pour lui faire comprendre que Cody, tu défends maintenant contre Gunther. Et pour vrai, ça a été un match difficile. Ça a été un match que je m'attendais à beaucoup plus. Beaucoup plus de bonnes luttes, beaucoup plus de luttes points. 11 minutes 20. Le combat a duré seulement 11 minutes 20. Il s'est absolument rien passé de mémorable dans ce combat-là. Pour de vrai, Gunther a fait du Gunther, Cody a fait du Super Cody, mais sincèrement, on savait que Sami Zayn allait ou bien donner la victoire à Gunther, ce qui aurait été une bombe, ou bien Sami aurait peut-être pu, sans le vouloir, faire gagner Cody Rhodes, le faire conserver. Eh bien là, l'histoire est très bonne. On nous remet le fameux spot que les deux hommes ont fait à Night of Champions où Gunther avait la jambe en dessous de la corde. On refait le même spot dans le combat à SmackDown et là, Sami Zayn le voit. Sami Zayn comprend que Gunther a sa jambe en dessous de la corde. On annule le pin. Ça, j'ai bien aimé. Et finalement, un peu plus tard, dans les moments critiques, charnières du combat, eh bien, on va voir un spot très classique, très connu sur la scène indépendante, mais un bon vieux spot classique où le ref va venir botter les bras du lutteur qui se tient sur les câbles pour venir faire par la suite le plus rapide des quick pins que j'ai vu de ma vie. Sami Zayn a compté 3 secondes en 0.1 seconde. C'était incroyable. Sami Zayn, quick pin, donne la victoire à Cody Rhodes, mais là, Colin, c'était pas assez. Après un match moyen et après surtout un finish dégueulasse que Sami Zayn est venu scraper, eh bien Cody Rhodes demande à Nick Aldis que le match soit recommencé. Eh boy, on repart la machine. Après un 11 minutes 20 pas très bon entre Gunther et Cody Rhodes, on repart le combat. Là, Sami Zayn n'est plus l'arbitre. Sami Zayn n'est plus l'arbitre, on a un arbitre officiel. Mais Sami Zayn réapparaît dans le ring. Helluva Kick sur Gunther et disqualification, Cody garde son titre. C'est comme tout ça pour ça. Le premier 30-45 minutes de Friday Night SmackDown gaspillé pour qu'au final, là, Cody conserve. Cody conserve, Gunther va être encore en beau fusil. J'ai hâte de le voir pour vrai péter sa coche part 8 contre Cody Rhodes. Là, Gunther va encore être fâché, va encore redemander un match de championnat. Colin, j'ai été déçu de tout ce qui s'est passé avec cette disqualification-là. Sami qui donne la victoire à Cody Rhodes avec un quick pin et qui 2 minutes plus tard, là, lui donne encore la victoire. Mais avec une disqualification, Helluva Kick sur Gunther. Sami a coûté la victoire 2 fois à Gunther en moins de 5 minutes. En moins de 5 minutes. Si j'étais Gunther, là, j'arrêterais de chasser le titre. J'irais chasser Sami Zayn un petit peu, mais bon. L'histoire est intéressante puisque un petit peu plus tard en soirée, on nous annonce que les 3 hommes, Sami Zayn, Gunther et le champion universel Cody Rhodes vont s'affronter dans un triple threat à Night of Champions. Un triple threat. Dans une storyline qui me semble un petit peu boboche, on donne un gros spotlight à Sami Zayn. Je vous rappelle, Night of Champions va avoir lieu en Arabie Saoudite. Sami Zayn devant sa foule. Ça va être une grosse entrée. Ça va redonner du momentum à Sami Zayn. Et sincèrement, j'ai hâte de voir ça. Là. C'est un gros match que j'ai hâte de faire dans mes prédictions également. Qui gagne ça selon vous? Un 3-way Night of Champions? Est-ce que Cody conserve un classique ou peut-être Sami contre... Sami et Gunther, en fait, pourraient comme s'égaliser dans le match et finalement Cody repart avec la victoire? Je sais pas, j'ai hâte d'en jaser avec vous, mais ce combat-là a été annoncé à Friday Night SmackDown. Un bon 3-way. Je suis content qu'on offre autre chose à Cody Rhodes que seulement des rivalités 1 contre 1, des matchs 1 contre 1. Là, un 3-way
Avec Sami, Gunther, Cody, ça pourrait vraiment donner quelque chose d'intéressant et surtout de différent. Un match qui nous donne l'impression qu'on regarde pas la WWE pour une fois, pas un match scripté de A à Z, pas un match basé sur la storyline, mais littéralement sur la lutte, sur 3 hommes qui savent lutter et qui pourraient legit nous offrir un excellent combat. Fait que ça, pour commencer Friday Night SmackDown, c'était en dents de scie. Cody Rhodes qui conserve son titre, c'était boboche. Ça a été fait assez boboche. On s'en doutait, Sami allait aider, ou du moins allait coûter la victoire à Gunther. Mais moment positif, on nous annonce un immense 3-way pour Night of Champions. Et je me répète, là, mes prochains podcasts, c'est mes prédictions pour Night of Champions. Manquez pas ça, la gang, ça va être tout qu'un show. Si on poursuit à Friday Night SmackDown, on a eu une autre vignette de Blake Monroe. Pour vrai, je suis fan de Blake Monroe. Ça doit faire 3 mois qu'elle a commencé sur le main roster et elle a pas lutté une fois. La fille est bien. J'adore Blake Monroe. À chaque semaine, elle semble nous faire une petite vidéo. Elle défonce une lutteuse, elle te la blast bien raide et elle dit ses 4 vérités à la lutteuse. À la roast en bon français. La semaine passée, c'était au tour à Charlotte de se faire roaster par Blake Monroe et cette semaine, c'était Julia. Donc là, Blake Monroe est en train de tirer du gun sur littéralement toute la division féminine à SmackDown. J'adore ça. Mais Colin, on peut-tu arrêter de nous dire Blake Monroe is coming soon? Et est-ce qu'on peut avoir un plan pour Blake Monroe? Ou est-ce qu'il faut qu'elle shot du gun sur littéralement toute la division et quand là, ça va être fait, on va pouvoir la faire débuter? Pour vrai, là, Blake Monroe, une excellente lutteuse, qui a roulé sa bosse à NXT, qui a passé beaucoup trop de temps que prévu à NXT selon moi, et là, on fait rien avec elle sur le main roster. Come on, j'ai bien aimé Blake Monroe, ses petites vidéos. À chaque semaine, j'adore le charisme, mais j'en veux plus dans le ring de Blake Monroe. Sinon, si on parle dans le ring, si on parle de quelque chose que legit, quand j'ai vu ce combat-là à Friday Night SmackDown, je me suis dit « Hell yeah! Bonheur dans mes veines! » Les chums, quand j'ai vu Ricky Saints contre Carmelo Hayes, match d'aspirant numéro 1 au titre des États-Unis de Trick Williams, la gang, Carmelo Hayes contre Ricky Saints. Puis le gagnant se pogne Trick à Night of Champions. Wouhouhou! Et qu'on était en voie de s'attendre à tout qu'un combat. Legit, là, j'étais sûr que Ricky Saints contre Carmelo Hayes allait se finir en égalité ou en disqualification pour qu'on ait un 3-way entre Trick, Carmelo et Ricky Saints à Night of Champions. Mais là, non! Victoire clean de Ricky Saints sur Carmelo Hayes. Il y a eu un petit peu de triche de la part de Ricky Saints, mais quand même une victoire sans intervention. Une soirée où on n'a pas vu Trick Williams, ça a dû faire mal à la foule un peu. Mais une belle victoire de Ricky Saints dans un bon match contre Carmelo Hayes. Et là, on a un autre match d'annoncer pour Night of Champions, la gang. Trick Williams contre Ricky Saints. Gros match. Et je suis content, là, ça va donner la chance à Trick Williams de vraiment worker, je dirais, un premier match à 100% babyface. 100% babyface Trick contre un Ricky Saints qui fait super bien actuellement, qui est un gros heel, qui va aller chercher sa heat, j'en suis certain dans ce combat-là. Et j'ai hâte de faire mes prédictions aussi, je pense pas qu'on donne le titre à Ricky Saints de sitôt. Mais je pense que ça pourrait être une très belle situation pour qu'on nous montre une première fois sur un gros stage Ricky Saints. Et comme je vous disais, ce serait une merveilleuse opportunité, un merveilleux match-up, Ricky Saints, Trick Williams, pour faire briller Trick Williams comme gros, immense babyface à Night of Champions. Donc ça va être à suivre, mais très content. Je vous le disais, là, je m'attendais à un 3-way avec Carmelo Hayes, mais le fait qu'on donne une victoire, je dirais clean, à Ricky Saints contre Carmelo Hayes, oh boy que j'aime ça pour Ricky Saints. On a des beaux plans pour lui. J'adore. On continue. Après un bon combat entre Ricky Saints et Carmelo Hayes, c'était l'heure de notre demi-finale. J'allais dire finale, demi-finale du King of the Ring masculin.
la gang, Jey Uso contre le Young OG Javon Evans et victoire de Jey Uso. Un autre match sans intervention, un match lent. Mais surprenamment, selon Cage Match, le meilleur combat de la soirée. Cage Match donne 7.17 à ce combat-là. Ça passera pas à l'histoire du tout, vous allez me dire, mais un combat de 17 minutes 55, donc on n'est pas loin des 18 minutes. Et ça a été littéralement, là, pour un 18 minutes, ça n'a pas passé comme un lent 18 minutes à n'en plus finir. Pour de vrai, le match a quand même été pas si pire. Ça n'a pas été la pire performance de Jey Uso, loin de là. Mais on jouait avec un Javon Evans qui avait mal aux côtes, qui était blessé, qui s'est mangé un spear de Braun Breaker à Monday Night Raw. Bref, pour vrai, on a vu un Jey Uso 100% heel. Travailler le corps de Javon Evans, travailler ses côtes, les splashs, les super kicks dans les côtes, c'était super bon. Keep it simple stupid avec Jey Uso, eh bien c'était exactement ça ce combat-là contre Javon Evans. Et Jey Uso s'en va en finale contre Obafemi. Night of Champions, un troisième match d'annoncé. Obafemi, Jey Uso, la finale du King of the Ring. Oh my god, pensez-vous vraiment que Jey Uso a une chance de battre Obafemi, la gang? Hey, je lisais ça là, puis quelqu'un disait si Jey Uso bat Obafemi à Night of Champions dans la finale du King of the Ring, eh bien, on pourrait peut-être avoir down the line là un Jey Uso au sommet de la WWE. On ramène le Yeet, la gang, on ramène le Yeet. Est-ce que je mets ce chandail-là samedi pour Night of Champions? Soyez là samedi pour Night of Champions. Un gros watch party sur le Larry Show. Abonnez-vous pour pas manquer ça. C'est tout le temps tellement nice vivre ça avec vous, les PLE de la WWE, avec la meilleure communauté. Venez vivre ça. Pour vrai, là, samedi pour Night of Champions, la gang. Jey Uso est en finale. Jey Uso est en finale. Holy shit! Pour de vrai, là, je peux pas croire que en début de tournoi, si tu m'avais demandé mes prédictions, j'aurais pas pu prédire que Jey Uso se serait rendu en finale. Colin, que ça va être bizarre comme match-up contre Obafemi. Et admettons, là, on vit dans un monde de licorne et on se dit que Jey Uso gagne contre Obafemi. C'est quoi le plan? Il va y avoir un émeute, pour de vrai, si Jey Uso est King of the Ring et se gagne un match de championnat à SummerSlam. Mon Dieu, je pense que littéralement Twitter, Facebook, Instagram, TikTok fait un émeute. Si Jey Uso est notre King of the Ring, tout est là pour un King au bas. Sincèrement, et je vous en parlais dans le dernier Larry Show, là, on a Bubba Ray qui nous a amené une super de belle hypothèse que Obafemi pourrait lutter 2 fois à SummerSlam. Mais pour ça, il faut le King of the Ring à Oba pour qu'il puisse challenger Roman Reigns. Selon moi, Obafemi va démolir Jey Uso. Et j'ai été déçu. J'aurais pas mal mieux aimé un Young OG contre Obafemi, un flashback à NXT où on se rappelle de la fameuse scène iconique où Obafemi garoche Javon Evans dans la table des commentateurs. Ça aurait été un match incroyable. Mais bon, Jey Uso en finale contre Obafemi. On va avoir ce combat-là à Night of Champions, la finale du King of the Ring. Déjà terminé bientôt, le King of the Ring. Ça a passé vite. Et si on se tourne vers la demi-finale féminine qui avait lieu à SmackDown également, Liv Morgan contre Charlotte Flair. On a joué encore une fois tout le combat sur une fucking blessure. Charlotte Flair s'est fait attaquer avant le combat par Jade Cargill et sa gang de joyeuses luronnes. Et là, Charlotte blessée tasse une coupe de médecin. Non, je suis capable d'aller lutter, let's go! Et là, tu le savais tout de suite que ça allait faire un match de merde où Charlotte Flair allait pas être Charlotte Flair vu qu'elle allait être handicapée d'une jambe et où Liv Morgan allait juste travailler la jambe tout le match. Et ça a été exactement ça. 6.5 sur 10 selon Cage Match et c'est très généreux. Pour un match de 18 minutes 58 qui a été de travailler la jambe de Charlotte tout le long du match, là,
ça a vraiment pas été un bon main event. Vraiment pas été un bon main event. Et c'est un peu ça que je retiens de SmackDown. Il y a rien qui a été vraiment bon à Friday Night SmackDown, mais tout était important parce que c'était pour des places en finale du Queen or King of the Ring. C'était des moments importants. Donc, le combat Liv contre Charlotte, vraiment pas à se garrocher sur les murs, vraiment pas un match à se mettre sous la dent. Je vous le conseille même pas. Allez même pas revoir ce combat-là. Mais l'histoire est importante. Qui gagne est important et c'est Liv Morgan qui en a profité et qui a fait preuve de ruse après ruse après ruse pour finalement venir à bout du genou de Charlotte Flair. On a buildé Charlotte comme une tonne de briques. Elle a kick-out du Oblivion de Liv Morgan. Elle s'est, pour vrai, là, mis dans un monde de douleur. Et finalement, là, après 18 minutes 58, c'était trop. Un one-leg Boston Crab de Liv Morgan qui était magnifique. Super beau finish. Et Charlotte Flair qui a pas le choix de taper. Charlotte Flair est éliminée du Queen of the Ring. Elle va être en beau fusil contre Jade Cargill, ça c'est certain là. Je pense qu'on s'en va vers un Jade contre Charlotte Flair très bientôt. Une grosse blessure storyline pour Charlotte Flair qui va vraiment là lui mettre le feu au cul contre le groupe de Jade Cargill. J'ai bien hâte de voir le programme qu'on va offrir à Charlotte Flair dans les prochaines semaines, mais Liv Morgan s'en va en finale. La championne s'en va en finale du Queen of the Ring qui offre un match de championnat contre elle. Ça n'a aucun sens. Ce serait la première fois qu'une championne remporte un King or Queen of the Ring. Liv Morgan veut écrire l'histoire. Et ça va être à Night of Champions dans un autre match confirmé. Je pense que Friday Night SmackDown nous a confirmé 4 combats sur la carte de Night of Champions. Donc, Liv Morgan contre Io Sky en finale à Night of Champions. Et que j'ai hâte de voir ça. Ça va être un bon combat, ça va être un match simple. Probablement pas un match très long. Je pense pas que les filles vont avoir beaucoup de temps pour shiner. Je vous rappelle qu'on va être en Arabie Saoudite malheureusement. Mais Liv contre Io, il y a du star power là-dedans. Un gros match, une grosse finale Queen of the Ring. Et c'est ce qui a mis fin à Friday Night SmackDown. Victoire de Liv Morgan pour venir closer un show qui n'est pas à mettre aux oubliettes, mais un show qu'on se souviendra vraiment pas longtemps et pour vraiment peu de raisons. Le show était important pour nous faire avancer les histoires, nous construire la carte vers Night of Champions, mais pour de vrai, là, un SmackDown qui, Cage Match donne 5.64 sur 10, c'est très 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 significatif, la gang. Avant de tourner la page sur Friday Night SmackDown, petite nouvelle là, ça l'a sorti du côté de la WWE. SmackDown revient à un show de 2 heures! Enfin, ça revient à un show de seulement 2 heures dès le 3 juillet. Vendredi 3 juillet 2026, SmackDown redevient seulement 2 heures. Ah, que ça va faire du bien. Ah, que ça va faire du bien le vendredi soir, que ça se termine à 10 heures et non pas 11 heures du soir. Et ça va faire du bien au show en général, là. Moins de pauses, moins de moments plates. SmackDown est définitivement le pire show de la WWE depuis facile 1 an, là. Ça va faire du bien. Ça va faire vraiment du bien, un retour à 2 heures. Et je veux vous lire. Est-ce que ça va peut-être ramener un petit peu votre flamme de Friday Night SmackDown? Ou est-ce que vous êtes quand même des die-hard fans de Friday Night SmackDown et vous l'écoutez à chaque semaine? Je serais curieux de vous lire. C'est quoi votre relation avec Raw, SmackDown? Est-ce que vous êtes des weekly person? Ou est-ce que vous devez attendre d'avoir des gros moments? Des grosses histoires? Pour asseoir vos faufounes pour un Friday Night SmackDown? Je serais curieux de vous lire, la gang. Pour terminer le Larry Show d'aujourd'hui, je vous en parlais dans l'intro, je veux qu'on regarde le fameux top 10 que la WWE a sorti concernant les noms les plus dangereux sur le roster actuellement. Et pour de vrai, là, le monde de l'Internet s'est enflammé, les reposts sont sortis. Qu'est-ce que cette personne-là fait sur cette liste-là? Mais c'est comme la gang. La WWE a sorti une liste
Vous vous attendiez à quoi? C'était sûr que ça allait être biaisé, que ça allait être fait pour nous faire jaser. Et pour de vrai, là, je regarde les milliers et les milliers, les centaines de milliers d'impressions que c'est, que ce top 10-là, seulement fait en ce moment, là, il y a de l'engagement sur ce top 10-là et je veux qu'on le regarde, là. La WWE, je sais pas trop selon quel ranking, selon quel processus, ont ranké les 10 plus dangereux de la business. Est-ce que je commence par le numéro 1, le plus dangereux à la WWE, ou le numéro 10? Je sais pas, parce que j'ai l'impression que le top 5... est quand même fair enough. Est quand même fair. Je vais vous le lire et vous allez dire fair enough, mais j'ai l'impression que les places 6, 7, 8, 9, 10, ils ont même pas d'affaires là. Je les effacerais legit, peut-être pas toutes, mais j'effacerais la grande majorité puis je les remplacerais. Donc on se lance. Selon la WWE, selon le Power Ranking, vous pensez que c'est qui le numéro 1 de la compagnie en termes de domination, d'être dangereux? Dangerous name. Le nom le plus dangereux à la WWE? Jacob Fatu. Eh oui, je le sais, je vous lis déjà, je vous entends déjà vous dire que c'est pas le numéro 1. Eh bien, numéro 2, on a Obafemi. Juste là, j'interchangerais les deux noms. Que Jacob Fatu soit devant Obafemi, bullshit. T'en as un qui détruit du monde à chaque semaine et t'en as un qui est un gros nounours en cage depuis une couple de semaines derrière Roman Reigns. Pour moi, il y a un monde de différence entre le 1 et le 2. Jacob Fatu, oui, il mérite d'être dans le top 2, 3, mais être numéro 1 devant Obafemi, hell non. Pour vrai, là, vous m'écrirez ce que vous en pensez. C'est qui le plus dangereux? Selon vous, est-ce que ça se joue vraiment entre Jacob Fatu et Obafemi ou est-ce qu'on oublie un nom? Selon vous, je serais curieux de vous lire. Moi, je mettrais Oba numéro 1 de la compagnie actuellement. Il n'y a pas personne de plus gros, de plus fort, de plus rapide, de plus tout. Il n'y a personne que ça a pris 7 F5 le battre, calice. Dis-moi pas que Jacob Fatu pourrait survivre à 7 F5. Impossible. On continue, numéro 3, Bron Breakker. Bron Breakker, l'homme de porcelaine, l'homme qui est toujours blessé mois après mois, selon la WWE, serait le 3e plus dangereux. C'est très fair. Le gars est dangereux envers tout le monde, dont lui-même. C'est ça le pire. Pour de vrai, là, à son prime, pas blessé, je mettrais Bron Breakker dans le top 3, mais là, avec les blessures, avec pour de vrai des moments où je suis comme « Hey, Bron! » Fais donc attention à toi un peu, je pense qu'il devrait descendre. Je le mettrais Bron Breakker numéro 4 et je le remplacerais par le numéro 4 de la liste, Brock Lesnar. J'aime ça. Brock Lesnar, c'est sans équivoque, là. J'ai pas besoin de faire le CV à Brock Lesnar. Il est, sans l'ombre d'un doute, dans le top 4, top 3 des plus dangereux à la E. Personnellement, je le mettrais avant Bron Breakker actuellement. Numéro 5, Gunther. Gunther, je trouve que numéro 5, c'est très généreux pour lui. Vous m'écrirez ce que vous pensez du top 5, là. Gunther 5, Lesnar 4, Breakker 3, Obafemi 2 et Jacob Fatu 1. Je veux vous lire. Surtout, je veux savoir c'est qui votre plus dangereux à la WWE, mais Gunther numéro 5, je trouve ça intéressant. De ce que j'ai vu là, contre Cody Rhodes, il ne m'a pas l'air d'une bête. Il ne m'a pas l'air d'un gars ultra dangereux qui me ferait craindre pour ma vie, mais tough motherfucker, Gunther, quand même, on va se le dire. Numéro 5, Gunther, et là, on s'en va du côté féminin un peu. Numéro 6, notre première femme sur le top 10, vous pensez que c'est qui? La femme la plus dangerous, la plus dangereuse à la WWE. Vous pensez que c'est qui? Je vous laisse un petit peu de temps. Eh bien, la réponse? Jade Cargill. Je suis certain que tout l'engagement, que tout le hate, que tout, pour vrai, l'attention qu'a ce top 10-là est né sur le fait que Jade Cargill est sur ce top 10-là. What the hell are you talking about? La fille qui a de la misère à faire 3 moves consécutifs, 3 beaux moves, sans être obligée
que l'arbitre lui colle tout le reste du match dans l'oreille. Jade Cargill, la femme la plus dangereuse à la WWE. Pour de vrai, il y a un temps où c'était Ronda Rousey qui était la baddest woman on the planet. Et en 2026, la gang, on a Jade Cargill. Numéro 7, juste après, on a Rhea Ripley. Bullshit, tu m'échanges les deux direct là. Pour de vrai, ça n'a aucun sens que Rhea soit après Jade Cargill. Numéro 8, Damien Priest. Actuellement champion par équipe à SmackDown avec R-Truth. J'ai rien à dire. Pour de vrai, je comprends le monde d'être en tabarnak contre ce top 10-là. Numéro 9, plus dominant à la WWE. Y a quoi? Y a combien de lutteurs à WWE? 500? Numéro 9, en termes de dangerous, en termes d'être dangereuse, Raquel Rodriguez. Je veux vous lire. Pour de vrai, la E a fait exprès, là. C'est ce qu'on appelle du rage bait. Pour de vrai, il aurait dû mettre Maxine Dupri, tant qu'à y être bien sûr que tout le monde commente que c'est de la bullshit, ce top 10-là. Ça me met en Saint-Ciboire. Ça a marché. Bravo, la WWE. Vous m'avez rage bait, littéralement. Et numéro 10... La gang, hey, j'ai l'impression que un après l'autre, c'est de plus en plus terrible, mais numéro 10, Tala Tonga. Le gars qui a un move dans son arsenal, puis c'est un big boot, tabarnak. Fucking hell, Tala Tonga. Le gars qui a ses genoux plient plus. Le gars qui était la 5e roue du carrosse dans le MFT et que ça fait aucun sens qu'il soit encore à l'emploi à la WWE est mis numéro 10 sur la liste des plus dangereux à la WWE. Oh boy. Je veux vous lire sur ce top 10-là. Je vais vous le mettre en description. Je veux vous lire. Qu'est-ce que vous changeriez du top 10? Pour moi, il y a tellement de modifications à faire. Partant de Tala Tonga numéro 10, tu me crisses ça dehors. Même chose pour Raquel Rodriguez, pour Damien Priest, les numéros 9 et 8. Jade Cargill a aucun sens à numéro 6. Jacob Fatu n'est pas le numéro 1, ça devrait être Obafemi selon moi. Rien n'a de sens. Rien n'a de sens dans cette liste-là, la gang, et je veux vous entendre. C'est ma question pour vous cette semaine. Qui est le lutteur le plus dangereux à la WWE actuellement? Écrivez-moi ça en commentaire, la gang. Et pour ma part, c'est tout. Un autre Larry Show derrière la cravate. Merci infiniment d'avoir été là, la gang. Prochain show, prédiction Night of Champions. On revient aussi sur ce qui s'est passé à Monday Night Raw. Et samedi, manquez pas ça. On est là en direct en après-midi pour un autre beau show d'après-midi, samedi après-midi, Night of Champions. C'est un watch party sur le Larry Show, la gang. Donc soyez là, abonnez-vous, likez les Larry Show si vous aimez ce que je vous offre plusieurs fois semaine. Pour de vrai, vous êtes une gang de malades. Je vous remercie 1000 fois d'être là pour chacun de mes Larry Show. J'espère que vous avez aimé cette semaine. Écrivez-moi également ce que vous aimeriez voir sur le Larry Show, des entrevues, des retours dans le passé, des quiz, des jeux, des prédictions. Écrivez-moi, la gang, ça va me faire un plaisir de répondre à tout le monde. Donc sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Portez-vous bien et comme on se dit, comme d'habitude, take care and peace!